Bonjour à tous et à toutes, je suis le docteur qui a décidé de tourner ses vidéos en étant debout, ce qui est quand même incroyable. Et aujourd'hui, nous clôturons l'aventure Dark Eyes, dont le dernier coffret était sorti le 2 mars 2015. Celui-ci a été réalisé par Ken Bentley et écrit alternativement par John Dorney et par Matt Featon. On commence avec A Life in the Day. Le docteur, accompagné de Liv, décide de se rendre sur Terre dans les années 20 pour s'assurer discrètement que Molly va bien et est saine et sauve. Il rencontre Kitty Donaldson, l'amie et ancienne maîtresse de Molly, qui demande au docteur de surveiller son frère, Martin Donaldson, confondant le docteur avec un vrai médecin. Cela conduit le docteur à trouver un champ temporel instable autour de Martin. Martin se lie d'amitié avec Liv et entreprend une visite de Londres, au cours de laquelle ils vont voir un film, manger au restaurant et visiter le British Museum. Pendant ce temps, le docteur et Kitty évitent de justesse d'être capturés par des androïdes. Tout au long de la journée, Martin laisse des objets tels qu'une bague en diamant et un réveil aidant le docteur à échapper à la capture. Les androïdes arrivent enfin à la maison des Donaldson, capturent le TARDIS et déclenchent une grenade temporelle. Martin va donc sauver le docteur ainsi que Kitty et Liv en sautant sur la grenade temporelle, se mangeant la détonation en plein visage et va en mourir. Sauf que celui-ci, en fait, retourne au début de cette journée. Car oui, Martin est en vérité coincé dans une boucle temporelle, et il y est même coincé depuis un sacré moment, ce qui, à force de boucles vécues, lui a permis de correctement anticiper la journée pour pouvoir aider le docteur face à ses poursuivants. Et le docteur d'ailleurs a fini par demander à Martin depuis combien de temps il était coincé dans sa boucle, car les perturbations temporelles qu'il avait remarquées autour de lui, c'était pas rien et le docteur n'est pas dupe. Martin a donc exposé la situation au docteur et lui a même confessé qu'à force il était tombé amoureux de Liv et que malgré toutes les réflexions qu'il avait pu y avoir sur sa situation, le docteur n'avait jamais rien pu pour lui et que ce n'était pas grave car Martin préfère vivre encore et encore cette journée qu'il sait qu'il pourra passer avec Liv, même si on ne peut malheureusement pas appeler ça une vie. Le docteur l'accepte et préfère taire cette information pour éviter de faire culpabiliser davantage Liv, qui est dégoûtée de ne rien pouvoir faire pour lui, dégoûtée de voir que le docteur ne peut rien faire pour lui et qu'ils sont malheureusement pressés par le temps et doivent partir à la poursuite du TARDIS. Ce qui est possible car le docteur a sur lui un appareil qui détecte plus ou moins la présence du TARDIS. Dans The Monster of Montmartre, le docteur et Liv traquent le TARDIS jusqu'à Paris et se retrouvent du côté de la butte Montmartre. Se séparant pour obtenir des informations, le docteur, de son côté, fait la rencontre de Christian, un jeune artiste qui passe ses soirées à la Pagode Rouge, le plus célèbre cabaret de la capitale, où il s'inspire d'une star du lieu, Adelaine Dutemps, qui y danse. Fougueux comme il est, le jeune Christian, parlant au docteur du monstre de Montmartre, se propose d'emmener le docteur à la Pagode Rouge, qui est le lieu vers lequel son détecteur s'affole de façon imprécise. Liv, de son côté, se fait importuner par Georges Legrand, un receleur qui suit Liv et le docteur depuis qu'ils sont descendus du train et ont mis les pieds à Paris. Liv l'envoie à moitié balader, mais apprend de lui qu'il y a du recel fait à la Pagode Rouge, tard dans la nuit. Prenant congé de Georges, Liv retrouve le docteur qui revient d'une première visite à la pagode dont il n'a pas apprécié l'atmosphère quasi mafieuse et y a laissé Christian. Et avec Liv, il y retourne plus tard, au moment où Georges Legrand et ses hommes sont sur le point de braquer Adelaine Dutemps. C'est alors qu'Adelaine Dutemps descend les hommes de main de notre pauvre Georges avec un canon Dalek en fait. Et c'est alors qu'apparaît son mari auquel elle se réfère plus ou moins depuis le début de l'épisode et qui n'est autre que le Dalek, contrôleur temporel qui a un caisson dans un assez piteux état et qui semble à première vue être en freelance. Et la vérité, c'est qu'il a été banni de l'Empire Dalek par le Dalek suprême et que par conséquent il essaie de se créer lui-même son propre paradigme Dalek. Alors que nos héros sont menés dans son laboratoire, on y voit ses expérimentations où il tente de créer ses Daleks stratèges temporels. Mais il a beaucoup de mal à parvenir à ses fins et d'ailleurs les sujets qu'il prélève dans la population
qui se rend à la pagode rouge et qui ne tourne pas correctement pour devenir de véritables Daleks, sont abattus dans les rues de Paris en pleine nuit par d'autres Daleks, et leur cri d'agonie est ce qui a donné la légende du monstre de Montmartre qui semble hanter les lieux à cette époque. Le pauvre Christian d'ailleurs, qui était resté à la pagode rouge, a été appâté par Madeleine et est emprisonné dans le laboratoire. Celui-ci est libéré et sous l'impulsion de Georges, le docteur Christian et ce dernier arrivent à fuir, laissant malheureusement au passage Liv derrière. Ils vont être rattrapés peu après par Madeleine du Temps, qui cependant, entre-temps, aura été convertie en Dalek stratège temporel, et elle va ramener le docteur et Christian, après avoir abattu Georges qui opposait une résistance. Et pendant ce temps, Liv, seule face au contrôleur temporel, se voit être contrainte de donner des informations sur les guerres entre l'Empire de la Terre et l'Éminence, et est contraint aussi de donner des informations sur Molly O'Sullivan. Tout ça pour qu'à la fin, le contrôleur temporel ouvre son caisson et montre à Liv que ses yeux sont noirs, enfin son œil, et que par conséquent, il est également affecté par les particules rétrogéniques, ce qui lui a probablement valu son bannissement par le Dalek suprême. Alors que le Dalek stratège temporel Madeleine du Temps tente de rattacher Christian, celui-ci se jette sur elle dans un élan de désespoir et les deux font une chute vertigineuse à laquelle Christian et Madeleine ne survivent pas. Et le docteur va alors retrouver dans cette agitation le TARDIS, laissant toujours Liv de côté, je ne comprends pas pourquoi, et va tenter une dématérialisation. Sauf que la pauvre fille a été saccagée pour être connectée à la pagode rouge, qui alors se transforme en une sorte de Dalek géant. Le docteur foire son démarrage et part complètement en vrille dans l'espace et le temps, et se matérialise alors un autre TARDIS dans la pagode rouge, duquel sortent des Daleks fraîchement prêts au combat, suivis par nul autre que le maître qui s'est allié au contrôleur temporel. Nous arrivons à Master of the Daleks. Alors qu'une flotte centaurienne est détruite par une armada de vaisseaux Daleks, le docteur atterrit il ne sait où, blessé et visiblement avec un grand moins car il appelle un Dalek qu'il voit son vieil ami. Pendant ce temps, Liv apprend du maître que lui et le Dalek contrôleur temporel ont une stratégie établie sur plusieurs époques sur Terre et que lui vient de la fin de la ligne temporelle corrompue. Liv est alors conduite en 1961 sur la Terre qui est devenue la nouvelle Skaro. Les Daleks utilisent comme main-d'œuvre des Centauriens vaincus qui sous-traitent les humains. Le docteur, qui est justement pas loin et à cette époque, est amené à Rastel, le Centaurien responsable des travailleurs humains à Moscou, et celui-ci fait appel à l'infirmière de son secteur, Miss Carter, qui récupère le docteur qui s'est évanoui. Pendant ce temps, alors que le maître et le contrôleur divergent sur les actions à venir, le contrôleur se prépare à se débarrasser du maître car il sait qu'il a 100% de chance d'être trahi par ce dernier. Et parce que le maître ne peut pas se vanter face au Dalek, il va se vanter auprès de Liv et lui apprend qu'il a besoin du TARDIS du docteur pour réparer le Dalek pagode géante et stabiliser par son biais la nouvelle ligne temporelle, ainsi qu'il se prépare à doubler les Daleks, bien évidemment. Alors qu'il veut s'emparer de la clé du TARDIS de Liv, elle le maîtrise et s'empare de son Tissue Compressor Eliminator et le force à se rendre à son TARDIS avec elle, et il retrouve le TARDIS du docteur à Moscou à la même époque. Ils finissent par retrouver le docteur, qui est toujours dans le coltard et qui est veillé par la nurse Miss Carter, que Liv ainsi que le maître reconnaissent immédiatement comme étant Molly O'Sullivan, qui a bien vieilli depuis et qui aura vécu toute la transformation de la Terre par les agissements du contrôleur temporel et du maître. Celui-ci d'ailleurs s'empare de son véritable Tissue Compressor Eliminator qu'il avait caché dans sa poche et en profite pour appeler les Daleks et capturer tout le monde. Et il en profite également pour faire abattre Rastel, le Centaurien, qui était pas loin et qui tentait de récupérer quelque chose qu'il avait caché sur le docteur. Tout le monde capturé, alors le maître se rend face au contrôleur temporel qui lui a fait venir ses stratèges temporels et est prêt à se débarrasser du maître. Sauf que le maître, qui savait très bien qu'on tenterait de le trahir car lui-même allait trahir, ramène ses propres Daleks qui lui obéissent et alors une guerre civile éclate. Et étant moins nombreux que les Daleks du maître, les stratèges temporels font barrage pendant que le contrôleur temporel s'enfuit, récupérant au passage Molly O'Sullivan et Liv et fuyant à bord du TARDIS du docteur. Docteur qui au passage
passage finit par se réveiller et va remettre aux Centauriens, qui profitent de la guerre civile générale pour se révolter, l'unité de clonage que Rastel avait cachée sur lui. Il va se rendre à la salle de contrôle de la pagode rouge Dalek géante et confronter une dernière fois le maître, mais pas pour longtemps, car il va s'emparer de son Tardis pour partir à la poursuite du contrôleur temporel, laissant le maître là, au milieu de cette guerre civile, avec aucun moyen de s'enfuir et avec la pagode rouge qui est en train de s'effondrer, car sans un Tardis pour l'alimenter, malheureusement, eh bien, la pagode ne peut pas assurer le maintien de l'équilibre de la ligne temporelle corrompue instaurée par le maître et le contrôleur temporel, et celle-ci va inévitablement s'effondrer. Enfin, pour conclure ce coffret ainsi que toute cette aventure, vient l'épisode Eyes of Darkness. Cette dernière histoire s'ouvre sur Anya, venant de Nixis 2, qui vient chercher la paix sur le monde de l'œil d'Orion, un des endroits les plus paisibles de l'univers, et elle y est prise en charge par le frère Calice. Le Dalek contrôleur temporel, Liv et Molly arrivent sur l'œil d'Orion, et le contrôleur temporel leur dit que Marcus Shriver est ici, et qu'ils vont rejoindre une base Dalek cachée sur place. Seulement, Molly ainsi que le contrôleur deviennent très souffrants en même temps. De son côté, le docteur arrive dans le hall d'entrée de la retraite d'Orion en se crachant dans le Tardis du maître et fait la rencontre du père Calice. Après avoir été informé de l'arrivée d'une boîte bleue et d'une certaine Molly, il la retrouve en compagnie d'Anya et apprend que le contrôleur temporel, l'ayant laissé, est parti avec Liv dans le bâtiment de la sécurité et que Marcus Shriver est ici. Anya informe le docteur qu'un complexe secret de production d'armes Dalek se trouve sur l'œil d'Orion et se prépare à y remédier. Arrivé dans son laboratoire secret, le contrôleur montre à Liv les enregistrements vidéo de Marcus Shriver à l'œuvre et on découvre que ce lieu est celui où sera créée l'éminence. Alors que Calice se rend au centre de sécurité, il tombe sur le contrôleur et celui-ci lui dit qu'il n'y a pas de Dalek ici. Ce qu'il croit, nous faisant comprendre que le personnel est influencé pour nier l'existence des Daleks et qu'il a été placé par eux. Un Dalek apparaît et abat le père Calice, puis est abattu par le contrôleur quand celui-ci remet en question son autorité, ainsi que tous les Daleks de la base qui n'obéissent qu'au Dalek suprême. Alors que le contrôleur souffre de plus en plus, Molly subit la même souffrance. Anya finit par révéler au docteur et à Molly qu'elle a pour but de détruire l'œil d'Orion. Et c'est alors qu'un vaisseau amiral Dalek descend dans l'atmosphère de l'œil d'Orion. Le docteur parvient à faire fuir les civils et part à la recherche de Liv, tandis que Molly part à la poursuite d'Anya qui s'est éclipsée. Liv et le contrôleur vont alors à la rencontre de Shriver, et celui-ci nargue le contrôleur, lui disant que son travail ne le servira jamais. Et alors qu'il se fait abattre, la conscience de Shriver se mêle à son gaz, et il commence à devenir l'éminence. Mais le contrôleur temporel veut prendre sa place, et il intime à Liv d'isoler Shriver. Une partie du gaz s'étant échappée va alors à la rencontre du docteur et Shriver à l'intérieur se propose de le tuer plutôt que de l'aider. Mais il est rapidement dispersé par l'arrivée d'une escouade Dalek qui est commandée par nul autre que le Dalek suprême qui souhaite discuter avec le docteur, chose plutôt surprenante. Pendant ce temps, Molly est partie à la poursuite d'Anya et elle parvient à la faire rentrer dans le Tardis et profitant de l'effet de surprise du C plus grand à l'intérieur, elle l'assomme. Et pendant ce temps, dans le centre de contrôle base Dalek, le contrôleur temporel utilise le peu de force qui lui reste pour entrer dans la chambre d'incubation du gaz et essayer d'y mêler sa conscience. Et alors l'esprit de Shriver refait surface également dans le gaz et un duel va s'enclencher entre les deux entités, un duel de volonté. Et c'est alors que débarque également dans le complexe le docteur suivi par le Dalek suprême ainsi que son escouade Dalek. Et le docteur va rebooster la puissance du contrôleur temporel pour permettre que les deux esprits, à force de s'affronter, n'aient d'autre choix que de fusionner à l'intérieur du gaz plutôt qu'il y en ait un qui absorbe l'autre. Et pendant ce temps, le Dalek suprême décide de partir, de sceller l'endroit, comptant bien sur le fait que les lieux seront de toute façon détruits par la bombe que porte Anya, et que de toute façon un glissement temporel n'est pas loin de frapper les lieux également. Molly réactive alors ses particules rétrogéniques et va s'en servir pour regagner la connaissance de la manœuvre du Tardis et l'amener au niveau du docteur. Anya va en sortir à la première et se faire neutraliser par Liv et enfermée dans une chambre de téléportation, ce qui va permettre au docteur d'opérer sur les systèmes et d'extraire de son corps la bombe qu'elle porte pour la placer à l'intérieur du caisson du contrôleur temporel qui a toujours un accès direct avec le vortex temporel, ce qui limitera grandement les dégâts de l'explosion.
Et le docteur alors prend conscience, en voyant Molly sortir et en voyant le contrôleur toujours souffrir, qu'ils sont malheureusement symbiotiquement liés par les particules rétrogéniques et il désactive le compte à rebours de la bombe car il se refuse à voir Molly mourir si le contrôleur meurt. Mais Molly a conscience que tout ceci doit finir et alors elle va réactiver le compte à rebours de la bombe contre l'avis du docteur, va entrer dans la chambre d'incubation et alors que l'esprit de Shriver et celui du contrôleur temporel fusionnent, Molly se sert de ses dernières forces pour les envoyer dans le caisson du contrôleur à travers l'espace et le temps, à peu près là où on a découvert l'éminence à la fin de l'univers dans Time's Horizon, et puis la bombe à l'intérieur du caisson du contrôleur temporel explose, fermant l'accès au vortex, scellant ces événements pour de bon, et c'est ainsi que Molly O'Sullivan s'éteint. De son côté, le Dalek suprême s'en est allé du côté de Montmartre pour récupérer les vestiges du Dalek Adelaine du Temps, prêt à en faire son propre Dalek stratège temporel qui aura un rôle très actif dans la guerre du temps à venir. Anya, de son côté, qui s'est réveillée, décide de rester sur place pour aider à reconstruire l'œil d'Orion et son centre qui ont été bien dégradés. Quant au docteur et Liv, ils repartent ensemble avec la dépouille de Molly pour pouvoir l'enterrer sur sa terre natale. Attendez, je bois un peu parce que... Dark Eyes 4 vient assez magistralement conclure cette saga et en tant que bonne saga de voyage temporel, elle se termine pour le Docteur là où elle commence pour l'éminence et je ne peux pas vraiment dire qu'elle se termine par là où elle a commencé et je réexpliquerai un peu plus en détail ce pourquoi du comment là, ça ne veut rien dire. Pour ce qui est des épisodes qu'on a traversés, je dois dire que j'aime assez bien A Life in the Day, car il permet par exemple d'enfin se pencher sur le personnage de Kitty Donaldson, qui est mentionné et enfin pas seulement mentionné d'ailleurs, qui joue même dès le premier coffret de Dark Eyes, et qui prend enfin de l'épaisseur, et ça change de la maîtresse de Molly, qui est mourante et sur lequel on n'a pas véritablement le temps de s'attarder à part se dire qu'elle a été consumée par une brume temporelle. Et il est logique qu'on nous présente davantage ce personnage car le docteur qui cherche à prendre des nouvelles de Molly va forcément s'intéresser à elle via le biais de son entourage le plus proche. L'épisode est aussi très important et intéressant pour le personnage de Liv Tchenka qui n'est plus condamné à mourir très prochainement. Sa maladie a été soignée par les particules rétrogéniques et elle prend enfin le temps d'apprécier la vie en la compagnie de Martin Donaldson, ce qui rend l'histoire encore plus tragique en fait. Et oui, ce pauvre Martin, tel Bill Murray dans Un jour sans fin, est coincé dans une boucle temporelle, sauf que contrairement à l'évocation de ce dernier, eh bien, elle ne connaîtra jamais de fin, sa boucle. Mais il a quand même réussi à s'y complaire et à apprécier cette journée en permanence qu'il peut passer avec Liv, qu'il a fini par aimer éperdument et très respectueusement également. Et on comprend aussi pourquoi le docteur décide de garder cette information pour lui et de passer pour quelqu'un d'inhumain. En fait, lui-même le dit, I'm not human, quand Liv lui fait le reproche de ne pas essayer de sauver Martin, parce que ça aurait été davantage éprouvant pour Liv de devoir abandonner une personne si elle avait su que celle-ci avait des sentiments pour elle. Ce n'est pas une question d'une réciprocité obligatoire, mais à partir du moment où vous vous sentez revivre, qu'une personne vous fait rire et que vous devez l'abandonner, imaginez si en plus vous appreniez qu'elle avait de forts sentiments pour vous. Je pense que ça foutrait les boules à n'importe qui, très honnêtement. Dans l'épisode qui suit, le docteur retourne à Montmartre, chose qui n'était pas arrivée depuis The Scapegoat. Vous savez, l'épisode qui finit pas avec les chèvres et les nazis. Bref, le monstre de Montmartre est un épisode assez sympa et Matt Fitton, son auteur, s'est directement inspiré du film Moulin Rouge de 2001 avec Nicole Kidman et Ewan McGregor, dont le personnage s'appelle justement Christian, avec cette idée de suivre ce jeune artiste dans ses pérégrinations amoureuses et dans sa misère. D'ailleurs, Adelaine du Temps, je ne peux pas m'empêcher de l'imaginer avec le visage de Nicole Kidman, alors qu'elle est jouée par Rachel Stirling, qui joue Ada Gilliflower dans The Crimson Horror.
L'épisode est assez intéressant car, bon, une fois de plus, il va séparer Liv et le docteur, mais va nous montrer que Liv est tout aussi capable que lui, en les mettant dans la même situation et en faisant en sorte que par des moyens et des chemins complètement différents, les deux personnages réussissent à se rendre à la Pagode Rouge pour essayer de retrouver le Tardis. Bien sûr, le retour du Dalek contrôleur temporel à cet instant est absolument exquis. Tout autant qu'horrible et surtout horrible est la création de ces Daleks stratèges temporels appâtés par Madeleine du Temps à la Pagode Rouge. Master of the Daleks est le dernier épisode du Maître de McQueen, dans la chronologie de la série et non pas dans celle de la sortie des épisodes. Et ça tombe bien, car pendant que le Docteur est dans le coltard, l'épisode se concentre une dernière fois sur lui, mettant l'accent sur son besoin de se mettre en scène, son esprit retors et son anticipation de certaines choses, mais pas d'autres. Jusqu'à la fin, on aura vu ce maître essayer véritablement de prendre le contrôle de quelque chose, en le dénaturant, que ce soit avec l'éminence ou avec les Daleks dans cet épisode. Ce qui change du maître qui fait des Cybermasters pour ne rien en faire et invite les Daleks à un pique-nique pour danser sur du Rasputin, vous en conviendrez. Là, ce que fait le maître est très concret, avec des changements de lignes temporelles qui sont de taille, des gens abandonnés à leur sort, la Terre conquise de même qu'une partie de l'univers, avec beaucoup de peuplades réduites en esclavage, mais en grande partie exterminées. Surtout, il profite de toutes les situations délicates pour s'infiltrer et mettre une situation à son profit. Il y a des aveugles ? Bah paf, il les soigne et les soumet à son emprise. Des gens sont dans la dèche ? Paf, il les aide et en fait des cobayes. Le contrôleur temporel s'est fait bannir de l'Empire Dalek ? Paf, il le double en l'aidant à se constituer sa propre armée et son nouveau paradigme Dalek. Cette incarnation se sera opposée au Docteur, allant jusqu'à se moquer de lui en prenant un malin plaisir à l'imiter faussement, comme dans The Death of Hope. Le maître de McQueen fait partie de mes préférés, et je le place vraiment pas loin, derrière celui de Derek Jacobi. Qu'est-il advenu de lui après cet épisode, au milieu d'une ligne temporelle ultra instable et sans Tardis pour s'enfuir ? Aucune idée. Peut-être aurons-nous la réponse un jour. Enfin, Eyes of Darkness vient magistralement conclure ce coffret. Maintenant, nous savons comment est née l'éminence, née de l'obsession de contrôle de Marcus Shriver et de la volonté de survivre du Dalek contrôleur temporel. La boucle est bouclée, l'histoire pour les héros se termine là où elle commence pour l'éminence, et d'ailleurs ça fait bizarre de se dire que les Seigneurs du Temps prévoyaient probablement d'utiliser l'éminence pour se débarrasser des Daleks, quand on sait au final ce qui la compose, mais est-ce que cela surprend qui que ce soit ? Bien sûr que non. De son côté, Molly O'Sullivan s'est éteinte après une vie dure, particulièrement dure, on va pas se mentir. Une vie qui a été marquée en permanence par la guerre, transformée également en permanence par des conflits qui dépassent l'entendement de l'humanité, mais au final, elle aura quand même su trouver du bonheur dans les voyages qu'elle aura pu accomplir et effectuer avec le Docteur, avec l'amitié qu'elle aura pu développer également avec Livchenka. C'est plutôt beau. D'ailleurs, dans ce coffret, Molly n'est pas jouée par Bradley Roof, mais par Rorschach Cusack, effectivement, car nous avons une Molly O'Sullivan bien plus vieille dans ce coffret, et il fallait par conséquent une actrice avec une voix similaire, mais qui a un grain bien plus âgé pour pouvoir la jouer. Et peut-être aussi que Bradley Roof n'était pas disponible à ce moment. Je ne sais pas, faut que je me renseigne. D'ailleurs, petite précision et explication concernant le lien entre Molly et le contrôleur temporel. Comment se fait-il que les particules les relient au point de faire mourir l'un et souffrir l'un quand l'autre souffre et meurt ? Avec cette configuration, on pourrait penser que les personnes qui étaient imprégnées par les particules rétrogéniques dans The Rule of the Eminence auraient pu mourir si Molly avait été tuée par conséquent. Et on peut se dire que les particules rétrogéniques font vraiment ce que le scénario a envie qu'elles fassent. Je vous explique. Les particules ont beaucoup changé au fil de l'histoire, étant de base une création mortelle anti-régénération, qui a ensuite été retournée pour tuer les Daleks, puis qui s'est mise à repousser l'éminence et à développer des propriétés curatives et hypnotiques entre les mains de Sally et du maître. En fait, les particules, pour le contrôleur, sont toujours restées les mêmes, celles mortelles à son encontre, et ça s'explique par le fait qu'il s'est mis à l'écart des changements de ligne temporelle, restant le même, comme le Docteur et Molly lors de la réécriture de la ligne temporelle sans cotrice. Sauf que lui, obsédé par sa survie en bon Dalek qu'il est, ne s'est pas adapté aux nouvelles lignes temporelles contrairement à Molly, et l'effet anti-Dalek de ces particules est resté, ce qui lui a valu d'être banni par le Dalek suprême, parce qu'il était une menace pour son peuple. Pas tant le fait que ce soit un mutant, même si ça joue aussi. De fait, les particules ont fini par lier
Molly est le contrôleur temporel avec ses pires composants, symbiotiques et mortels, raison pour laquelle Molly meurt quand l'esprit du contrôleur s'efface pour devenir l'éminence. Ce que je viens de vous dire n'est pas vraiment dit dans la saga, mais les sous-entendus concernant l'isolement du contrôleur des nouvelles lignes temporelles induisent vers cette explication. Ceci dit, il y a quand même un pépin vis-à-vis des particules rétrogéniques. Elles ne devraient pas permettre à Molly de récupérer la connaissance de la manœuvre du TARDIS, car ceci n'était pas assuré par les particules rétrogéniques dans Dark Eyes 1, mais par le lien psychique qui avait été établi par Cotris entre eux deux. Bon, c'est ça le problème quand t'es créé à plusieurs, il y a des petits détails qui passent sous le radar à certains moments, mais bon, c'est pas très grave en soi. Et vous savez, c'est là que, mine de rien, malgré cette petite erreur, je me dis que c'est quand même pas si compliqué que ça de faire de bonnes histoires avec des fins un brin satisfaisantes. Il suffit juste de tenir les promesses narratives établies au cours du récit. Et Dark Eyes est une superbe saga, bien que je trouve également que, à la base, ce soit une excellente histoire en solo. Pour reprendre ce que je disais en début d'analyse sur le fait que l'histoire pour les méchants ne commence pas exactement au début, là où elle se termine bien à la fin pour les héros, c'est que, en fait, Dark Eyes 1 aurait pu être une histoire parfaitement solo. Le premier coffret fonctionnait du tonnerre dès le départ. C'est un peu comme Pirates des Caraïbes, si vous voulez. Le premier film, en fait, se suffit parfaitement en lui-même. Et même si par la suite, c'est devenu une très bonne trilogie. Trilogie. Sans trop m'avancer, je pense que ce doit être une des aventures favorites de Nicholas Briggs, qui a clairement écrit une superbe première histoire et a joué son meilleur Dalek, le contrôleur temporel. Et je pense aussi que c'est une des préférées de McGann, dans le sens où il a pu sortir son personnage de son look pompeux et également l'approcher de l'humain qu'il est, lui. Et ça se retrouve dans le choix d'avoir une histoire qui a en partie pris place durant la Première Guerre mondiale, période qui fascine Paul McGann depuis son rôle de Persitoplis dans The Monarch Mutiner, et qu'il aborde avec respect. C'est d'autant plus marquant par le fait que, de manière générale, la Grande Guerre est souvent assez peu abordée dans l'industrie du divertissement et de la fiction, et pour une raison simple, contrairement à la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas de gentils ni de méchants facilement identifiables, et c'est un amer constat qu'on retrouve justement dans le propos du film Wonder Woman de 2017, même s'il faut bien casser la tronche d'Arès à la fin. Quoi qu'il en soit, Dark Eyes était une excellente saga, une excellente histoire, et je la préfère à bien d'autres dans l'univers de Doctor Who, tous médias confondus, je veux dire. Il me restera encore allez, 3-4 sagas de la même envergure à traiter pour le personnage du 8e Docteur, ainsi que tout un tas d'autres choses qui traînent dans le coin de ma tête, mais d'abord il va surtout falloir que je continue de m'occuper de la saga Once and Future pour les 60 ans de Big Finish. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. D'ici là, vous, portez-vous bien, c'est le plus important.